Garde à vous! Repos internautateur et internautatrice et bienvenue dans cette trick-track télé particulière, cet alinéa. Alors comme vous le savez, alinéa c'est la page historique, la grande histoire constituée de plein de petites histoires et pour ça, on a des gens qui viennent nous les raconter. Ces gens-là, généralement, sont dégotés, trouvés, sélectionnés avec soin par le maître de l'histoire, qui n'est autre que Monsieur Guillaume Bouilleux. Salut Guillaume! Salut Guillaume. Ça va? Une introduction qui te plaît? Ça, j'adore. Tu adores? On peut me la refaire. On peut en refaire on va en faire une. Et aujourd'hui, pour cette campagne toute particulière, qui est la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, nous avons à la table deux spécialistes, puisqu'ils ont écrit des bouquins. Donc quand on écrit un bouquin, c'est qu'on commence à devenir spécialiste. Monsieur Daniel Felmat, salutations. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. C'est vrai, oui, tu as raison, tu peux saluer les deux. Et Monsieur Cédric, alors je vais dire Mas ou Ma? Mas. Salut Cédric. Bonjour Guillaume. Et bonjour Guillaume. Alors, Cédric, on t'a déjà croisé. Il paraît, oui. Donc tu reviens une deuxième fois en deuxième semaine. C'est vrai. Et vous avez tous deux commis ce livre que j'ai là entre les mains. Hop, voilà. Alinéa, la campagne du Rhin 1945. Alors les Alliés bloqués à la frontière de l'Allemagne, ça a l'air d'être pas drôle quand on est bloqué comme ça. Dit comme ça, c'est grave docteur d'être bloqué à la frontière? Disons que 5-6 mois avec pas mal de victimes. C'est quand même embêtant. C'est ce qui se passe, oui. Alors du coup, avant de rentrer, on l'a posé ici en caméra déportée, cette campagne particulière qu'on va voir sur le plan historique, large et plus resserré, puisque Guillaume, il y aura un deuxième alinéa. Exactement. Tu l'as organisé de façon quoi, générale, opératoire? Oui, là, en fait, ce qui est très important et l'intérêt d'inviter Daniel et Cédric aujourd'hui à nous rejoindre, c'est que dans l'imaginaire collectif, la guerre à l'ouest s'achève peu ou prou après le débarquement. Voilà, et la prise de Paris, notamment contre les Français, août 1945, la prise de Paris, c'est la fin de la guerre. On a gagné. Le territoire national est libéré et en fait, nous Français, on ne s'occupe plus trop de ce qui se passe après, sachant que les Russes eux-mêmes, bien évidemment, font le travail à l'est et sont en train de refouler, suite à l'opération d'agression que nous avions détaillée avec Jean Lopez il y a quelques temps, donc les armées allemandes. Et c'est vrai qu'il semble évident, notamment pour ce public, que finalement les Alliés vont juste progresser, avancer, et finalement vont gagner, vont faire leur part du travail, franchir le Rhin, rentrer en Allemagne, et puis vont se retrouver, comme on l'a vu dans toutes les images, bien évidemment, d'archives, où on retrouve les Russes en plein milieu de l'Allemagne, on se serre la main, c'est bon les gars, on a gagné, sachant que les Russes ont pris Berlin. Et en fait, tout l'intérêt de cet ouvrage, c'est de se rendre compte que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout la réalité. Il y a une véritable deuxième phase, très dure, complexe et relativement longue, qui se passe justement à la fin de l'année 44, au début de l'année 45, c'est ce qui va nous être détaillé. Et tout l'intérêt, c'est de prendre conscience de l'effort, de l'énorme effort que les armées alliées ont dû déployer pour elles-mêmes rentrer en Allemagne, écraser, détruire l'armée allemande, franchir le Rhin, qui est un obstacle naturel très fort, et en effet, après, s'enfoncer en territoire allemand. Et ça, c'est tout l'intérêt en fait de cette émission. Et on a du coup, pour ce faire, bien évidemment, le livre que je suis en train de compulser en lecture rapide, comme ça, pour pouvoir en parler avec vous. Bon, je vais quand même préférer vous faire confiance, ça sera quand même bien mieux. C'est La campagne du Rhin. Qui vient d'être publié chez Economica. Economica, voilà, on l'a ici. Daniel et Cédric en étant les auteurs. En étant les auteurs. Germain nous l'a montré tout à l'heure. Le voilà là. On a mis une carte qui vient de Beyond the Rhine. On l'a mis sur le côté parce qu'elle est tellement grande que, avec du coup un petit bout de la France-Belgique, la partie de l'Allemagne, là où il va y avoir le front, et puis quelques unités pour pouvoir illustrer tout ça. J'ai envie de dire du coup, Daniel, Cédric, quelle date prenons-nous comme point de départ et quelle est l'ambiance et le climat à ce moment-là? Eh bien, en fait, les Alliés se retrouvent bloqués après l'émergence de la Normandie, la libération de quasiment toute la France, en gros à partir de septembre 1944. Donc, allez, on démarre, boum, septembre 1944. La France, elle est libérée. Quasiment tout, il reste un bout qui ne l'est pas, on en parlera parce que ça joue son rôle. Du côté de Colmar, là-bas. C'est Colmar. C'est Colmar. C'est Colmar qui est bloqué. Même Metz. Même oui, Metz. là dans le trou. L'Alsace, Là dans le trou, il s'arrête sur les Vosges. Donc D'accord. l'Alsace et une partie de la Lorraine qui sont à libérer encore. Voilà. Ok, septembre 1944, approche de l'hiver, boum. Septembre 1944, et entre septembre et janvier, donc pendant 4 mois, ça bouge très peu. C'est-à-dire malgré de multiples tentatives des Alliés, on va les détailler, il y a combat sans arrêt, mais ça ne passe pas, ça bloque sur en gros la frontière allemande à peu près. Ça évolue un petit peu au sud, en particulier avec la libération de Strasbourg. D'accord. Mais sinon,
les multiples tentatives ne marchent pas. Et les frontière allemande de l'époque. Frontière allemande de l'époque. C'est la même, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, ok. Celle qui est en ligne rouge, voilà. D'accord. En gros, c'est celle qui est en ligne rouge. Donc une espèce on dit quoi, guerre d'attente, prise de guerre de tranchées, enfin... Alors on n'est plus en 14-18, c'est pas ça que je veux dire. Échec répété. Ah oui, c'est échec répété. On le dit carrément comme ça, boum. Échec répété. Carrément. Les Alliés veulent terminer la guerre à la fin de l'année 44 et la plupart s'imaginent que ça va se faire. Okay. La difficulté est qu'ils s'attendent à ce que l'Allemagne mette les pouces aussi. Donc ils ont même sur étagère un plan d'occupation de l'Allemagne après un événement politique qui amènerait l'Allemagne à se rendre ou en tout cas à cesser les hostilités. D'accord. Plan Eclipse. Avec les zones d'occupation, avec les Russes déjà définies, juste la zone d'occupation française. Ils avaient un peu tout prévu, quoi. Ils avaient prévu, sauf que ça n'arrive pas. C'est une attente frustrée, donc c'est très frustrant, avec une entrée de l'hiver, d'un des hivers les plus rudes de la décennie. Et c'est pas peu dire, parce que l'hiver 44-45 va être terrible, on y reviendra. D'accord. Donc du coup, en septembre 44, les Alliés réunis peu ou prou sur le territoire français. Belge, d'accord. Pays-Bas aussi. S'attendent à ce que ça aille bien plus vite que ça. On a tout prévu dans le bureau qui est en Eisenhower. C'est Eisenhower qui est général de tout le corps allié, c'est ça. à ce moment-là. Donc j'imagine que lui est prêt à se frotter les mains. Et ça n'arrive pas. Pourquoi? Alors que se passe-t-il à partir de septembre 44 pour que ça ne fonctionne pas comme prévu? Alors, on va vous montrer ça. Je pense qu'il faut commencer par tout dépend la géographie. D'accord. Puis après, on va montrer un petit peu aussi des limites des forces alliées, aussi bien en puissance qu'en opération. En sachant qu'il y aura une deuxième émission sur le côté beaucoup plus opérationnel les unes après les autres. Donc on va dresser un portrait beaucoup plus général. Là, il s'agit de bien comprendre quelle est la situation. Et cette situation, comme dans tous les alinéas, c'est une situation qui prend en compte la géographie, qui prend en compte évidemment l'aspect politique, l'aspect également diplomatique. Daniel en parlera entre les relations entre les Américains et les Anglais. Également avec, c'est Cédric qui nous fera un petit coup de projecteur sur Delattre, parce que ça nous intéresse quand même de parler un peu des Français. Et également sur l'aspect logistique dont on va parler. Et après, avec quelques grosses opérations, comme notamment les bombardements aériens stratégiques, ce genre de choses. Donc là, on dresse un bilan, on dresse un portrait de la situation. Oui, un peu plus après. Et avant d'attaquer, mais avant, bien évidemment, dans la deuxième émission, de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail de l'opération qui va consister donc à montrer comment ils ont en fait écrasé les armées allemandes. Alors si vous l'avez pas repéré, l'idée en fait, le nord est là-haut, sur le plan large, d'accord, le nord est là, les Pays-Bas, et le sud est ici. La Suisse. Basel. Les gens pensent que je suis à l'ouest, mais non, pas du tout. Le nord est là-bas. Si, t'es à l'ouest. Ah oui, je suis à l'ouest, pardon. Ok, d'accord. Je n'avais pas compris le petit trait d'humour sur le chat en live. Pour ceux qui posent des questions, je ne te coupe plus la parole. Non, mais il n'y a aucun souci. L'idée, simplement, pour compléter ce que vient de dire Guillaume, c'est que à partir de septembre 1944, il y a une problématique. Alors, une équation avec un certain nombre de termes. Donc, on va poser les termes avant, dans la deuxième émission, de voir comment les Alliés vont la résoudre. Et de découvrir qu'il n'y avait rien d'évident, contrairement à ce qu'on croit, puisqu'on s'imagine qu'après le débarquement de Normandie, il n'y a plus qu'à dérouler. Voilà. Mais c'est pas si facile, on le voit dans d'autres événements actuels. C'est pas parce qu'on est favori qu'on gagne. Il faut quand même gagner. Voilà. Même quand on est favori, et surtout quand on est favori, parfois on a plus de pression. Oui, je veux bien le croire. Et donc du coup, décrivons un petit peu cette situation où les favoris ont la pression. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Vas-y, À peu près le front, donc en septembre 44, il change un petit peu. Je vais le prendre du nord au sud. Vous avez le Rhin. Alors j'espère qu'on le voit. C'est cette grande fleuve. Voilà, c'est celui-là. D'accord. Et en fait, les Alliés le touchent, ou touchent presque ici, tout au nord. Là, ce sont les Anglo-Canadiens. Au niveau d'Arnhem. Alors on le connaît, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le franchir d'un coup de main en septembre. C'est un pont trop loin, certains connaissent. Okay. Et ça a raté. Donc c'est la première des opérations d'avance qui plante. Fin septembre 44. Ils sont là et donc on est sur l'estuaire du Rhin avec d'énormes zones inondées, le dernier endroit où on veut pouvoir avancer. D'accord. En plus, derrière, on arrive aux Pays-Bas. On est très très loin de Berlin. D'accord. Puis ensuite, ce qui se passe, c'est que le front couvre un petit peu un autre fleuve qui est la Meuse. Ah oui. Donc il y a une petite zone où elle est dépassée, qui est là. Oui.
Sous contrôle allié. Ouais, 15 km de large. Hein. C'est pas gigantesque. Pas de quoi être fier. Okay. Mais on verra, ça va jouer un rôle très important. Okay. Et puis la Meuse. Donc on peut aussi commencer par franchir ce qui est un fleuve assez imposant, ce fleuve ici, en sachant qu'on aura le deuxième après. Voilà. Ensuite, dans cette zone qui est par là, du côté de Aix-la-Chapelle, qui est ici, eh bien, vous avez... alors là, les Américains ont réussi péniblement à avancer en octobre-novembre, on va en parler. Ils ont essayé d'attaquer par là. C'est propice, hein, il y a une grande plaine derrière, on a vraiment envie d'y aller. Mais ce qu'on voit en rouge, c'est une double ligne fortifiée, qui sont les fortifications à l'ouest de l'Allemagne, la ligne Siegfried. Et donc les Américains ont essayé d'avancer par là en octobre, ont pris Aix-la-Chapelle, ça a été extrêmement sanglant, beaucoup de combats de rue, très difficiles, et puis se sont enferrés dans une forêt qui est par là. Ouais. Ils ont décidé d'attaquer en forêt, ça s'est très très mal passé. Ils ont pris des pertes effroyables, ils ont même été, à ce moment, ils ont même dû reculer. Avec les Allemands très vifs. Donc ça, tentative, ça a planté. Et puis il y a une rivière qui est derrière, qui est marquée là, qui s'appelle Röhr. Cette rivière, elle a une particularité, c'est que tout au bout de la rivière, il y a un grand lac de rétention avec un énorme barrage, genre... Le Big One. Ouais, un énorme barrage, hein, pas un petit barrage de rien du tout. Et les Allemands le contrôlent. Et donc, ils peuvent ouvrir le barrage, inonder tout ça. Le rendre en fait infranchissable. Le rendre infranchissable. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté, on inonde et puis on le massacre. Tranquille, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est petit normalement, c'est pas une grosse rivière, mais à cause du barrage, c'est gigantesque. Point stratégique. Ok. Dans la zone qui est là, ici on est dans la zone Ardennes, Eifel, qui est la zone de ce massif que l'on voit boisé et vallonné des Ardennes. Alors, ici, les Ardennes belges, il s'étend énormément sur l'Allemagne. Il est pire en termes de topographie en Allemagne qu'il est en Belgique et au Luxembourg. Donc, c'est évidemment extrêmement compliqué d'avancer là-dedans. Il n'y a pas vraiment de route. Il y a cette ligne fortifiée, des rivières qui deviennent pénibles à peu près tout le temps. Surtout là, on en voit trois au moins. Donc, ça, en tous les cas, on peut essayer encore un autre terrain. Et les routes sont plutôt d'ailleurs nord-sud que est-ouest, oui, donc c'est pas évident c'est pour pas une armée motorisée intégralement. Hein. L'armée américaine est complètement motorisée, elle était très dépendante des voies de communication en termes de logistique. Juste alors du coup, petite question, si on se dit, ah bah tiens, c'est plutôt nord-sud, pourquoi est-ce qu'on voudrait passer par là? Alors à ce moment, on dit, on laisse tomber, on laisse tomber, on va aller par en bas. D'ailleurs, on ne veut pas passer par là. D'ailleurs, ils ne sont pas passés par là. D'accord, donc tout va bien. Enfin, ils ont essayé, on verra, mais... On va en parler tout à l'heure, parce que les Allemands essaient de faire un coup, mais on va en parler tout à l'heure. Ça marche. On continue de descendre. On continue de descendre. Si on continue de descendre et qu'on arrive par ici, alors là, on est sur la frontière française. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, donc c'est la frontière franco-allemande. Alors bouge pas, Germain arrive sur la carte là où tu es. C'est ça. Donc frontière française. Nord de Thionville, Sarlouis, ici, voilà. Avec la Sarre. D'accord. Et voilà le terrain. Jusqu'au Rhin qui est là-bas. Qui est beaucoup plus loin. Alors ici, on a un petit peu le même problème de terrain, c'est-à-dire que c'est aussi pas le terrain le plus favorable, mais comme c'est la frontière française, c'est les endroits que les Allemands ont le plus bétonné déjà avant 1940. Avec leur ligne de défense, elle est double. Voire par moment, il y a encore des instants où ils s'appuient encore sur des bunkers de la ligne Maginot. Ils les tiennent tous au début. Ceux qu'on voit là sur les cartes. C'est-à-dire qu'ils tiennent les bunkers de la ligne, les bunkers français, ce qui leur fait une troisième ligne. Ils sont super. Ils ne sont pas dans le bon sens. Alors, ils ne sont pas dans le bon sens. Mais ça reste compliqué à attraper. D'accord. Quand on avance au-delà, on arrive sur le Rhin lui-même, qui est là-bas. Alors ici, pour l'atteindre, il faut franchir les Vosges, ce qui est un problème. Mais si on vient à le franchir, admettons qu'on arrive à passer par là, on tombe sur la forêt noire qui est tout là-bas. C'est-à-dire que le terrain qui est au-delà, on a un obstacle qui est gigantesque. Pareil, même problème. Pas vraiment de route pour le traverser. Très facile à défendre. Et quand bien même on y arrive, si on passe ça, en fait, c'est pas là que ça se passe. C'est-à-dire l'industrie allemande, elle est là-haut. Elle est là, au nord. Avec l'exploitation de charbon, et là-haut, les usines. Donc, blocage un peu partout. Il faut rappeler que le Rhin, ce n'est pas une rivière standard. Tranquille. On est à plusieurs centaines de mètres. Selon la météo, on ne voit même pas l'autre rive. C'est-à-dire que c'est un obstacle en lui-même. Et on a vu qu'il y avait des obstacles en amont. Et donc, il est important de le franchir à un endroit où les moyens qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir le franchir servent à quelque chose. Si c'est pour les franchir, pour derrière se retrouver dans une impasse ou re-rentrer dans des difficultés, c'est-à-dire redonner la possibilité aux Allemands de résister,
ça ne va pas avoir d'intérêt. Voilà. Donc il faut des sélections. Petite question. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne se dit pas on y est presque, ça bouge côté russe, on va les retenir, on va les contenir jusqu'à ce qu'ils soient un peu comme ça pris de front, ils vont s'épuiser, ils vont s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on se dit non, il faut qu'on aille au-delà? Il ne vient pas à l'esprit, alors c'est une décision qui serait politique, hein, ce n'est pas militaire, il ne vient pas à l'esprit du commandement politique, Churchill, Roosevelt ou De Gaulle, de dire à un moment donné, on arrête, pousse, on laisse les autres faire l'ensemble du boulot. D'accord. L'objectif est la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. D'accord. On continue à se battre jusqu'à ce qu'ils se rendent définitivement. L'idée même d'arrêter, qui suggérait qu'on serait prêt à faire quelque chose comme une paix séparée. Pas possible. Surtout, c'est le meilleur moyen que les Russes eux-mêmes s'arrêtent. D'accord. Oui. Ok, on est là les gars, on est là, allez-y, continuez, nous aussi on continue. Et les Allemands vont tenter en permanence de jouer là-dessus, et donc ces offensives sont aussi des gages de nos Russes de dire on continue l'effort, vous n'êtes pas les seuls à supporter cet effort. Donc c'est beaucoup plus complexe que simplement se dire bon c'est compliqué de passer, on ne va pas tenter. Non, il faut tenter pour que de l'autre côté, le conflit continue avec nos alliés. Alors avant d'égrener, je pense, les différentes tentatives qu'on a un petit peu déjà évoquées, parce que ça va essayer à plusieurs reprises, les alliés ne vont pas rester inactifs. Il faut rappeler quand même que cette configuration-là de passage du Rhin sur une échelle qui va de la mer du Nord jusqu'à la Suisse, dans l'histoire militaire, on a un peu cherché et on n'en a pas trouvé. C'est-à-dire que des campagnes du Rhin, des campagnes de passage du Rhin, il y en a eu beaucoup, notamment en Alsace. D'accord. Il y a eu une configuration un petit peu équivalente en 1814, quand les Alliés, après la perte de l'Allemagne en 1813, vont se présenter, et à l'époque la France se poursuit jusqu'à la République batave, donc jusqu'aux Pays-Bas. Et là on a une configuration un peu équivalente, sauf qu'eux ils passent par la Suisse. Et c'est dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, les données du problème ne sont pas du tout les mêmes, parce que justement il y a plus de plaines, ce qui est normal, on descend vers la mer, il y a plus de plaines dans l'autre sens. Même le massif des Ardennes n'est pas le même, parce que le massif des Ardennes, c'est par là où les Allemands sont passés à plusieurs reprises, mais ce n'est pas le même que le massif de l'Eifel et des Ardennes allemandes. C'est-à-dire que la configuration n'est pas la même. Il y a une facilitation de l'est vers l'ouest, mais de l'ouest vers l'est, il n'y en a pas eu. Donc, sinon, il faut remonter à Jules César. Napoléon l'a franchi lorsqu'il est parti du camp de Boulogne pour aller jusqu'à Austerlitz, mais ce n'était pas un franchissement de vive force, il avait des alliés de l'autre côté du Rhin, donc il a juste passé, il a juste géré les routes de ces différents corps d'armée, d'Alsace d'ailleurs jusqu'à après Coblence. Mais sinon, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'on est vraiment, alors que des combats pour le Rhin, il y en a eu depuis le Moyen-Âge, les guerres de religion, les guerres révolutionnaires, 1870. Voilà. Même en 1918, quand les Alliés se disent qu'il va falloir qu'on rentre en Allemagne, la configuration n'est pas la même parce que les Pays-Bas sont neutres. Et les Pays-Bas, vous avez Maastricht, c'est là. C'est-à-dire que la frontière des Pays-Bas bloque une grande partie de ce front-là. Et curieusement, d'ailleurs, la partie qui est la plus dégagée. Oui, étonnamment. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la conclusion de cette première partie, c'est pour ceux qui découvrent un petit peu la configuration donc de cette géographie de la frontière entre la France et l'Allemagne, avec la Belgique, c'est que finalement, d'un coup d'œil, on se rend compte qu'il faut passer au nord. Il suffit, là, il n'y a pas besoin d'être wargamer. On regarde, on dit, mais là, dans ce cas-là, c'est au nord qu'on doit passer. C'est libre là-haut. Évidemment, on va voir que forcément, on va être amené à parler du nord plus tard, mais c'était pour bien l'expliquer. Et alors voilà, maintenant, on va passer sur l'aspect. Tu bascules sur l'aspect économique ou aspect économique. L'aspect économique maintenant. On va voir l'aspect économique. Maintenant, on passe sur l'aspect économique. Juste avant ça, comment, pour retracer, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a une petite question sur le chat là-dessus, comment justement entre le front ouest, si c'est comme ça qu'on peut le dire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et le front est, comment les communications sont-elles assurées justement avec la Russie C'est ça, coup de téléphone Non. Comment elles sont assurées à ce stade-là, on est à plusieurs milliers de kilomètres de distance, encore en septembre 1944. Donc il n'y a pas besoin de communication et il n'y en a pas au niveau militaire. Elles sont pour l'instant seulement au niveau diplomatique. Mais on va voir en 1945, à un moment donné, en particulier en mars, on va voir ça va changer. Il va y avoir un truc très particulier où il y a une communication directe fin mars. Et qui est très importante, on va en parler plus tard. Impeccable, revenons à notre économie. Alors, revenons à notre économie. Les alliés sont très gros, et on pourrait se dire, oui d'accord, il y a tous ces obstacles géographiques, mais néanmoins, ils sont quand même beaucoup plus forts que les Allemands, si on regarde le nombre de troupes, leur nombre de chars, d'avions, de canons, tout ce qu'on veut. D'accord. Et c'est vrai, ils sont gros.
Il n'y a pas de doute là-dessus. 4 fois, 5 fois, 6 fois 1,5. 1,5 en fait quand on fait les comptes. D'accord. En ratio troupe, là, on parle troupe, enfin, tu parles troupe et puissance de feu. Mais au niveau, en tout cas, économique. Économique, il y a les États-Unis derrière. Et on a l'image comme quoi c'est l'arsenal de la démocratie, le truc gigantesque. D'accord. Eh bien, cet arsenal de la démocratie, il est très gros, mais il a aussi ses limites. Il n'est pas infini. Ok. Non plus. Oui, bah non. Et quand on le regarde, les alliés sont des alliés. On a des Américains qui font le gros des troupes, mais qui sont en train d'atteindre les limites de ce qu'ils veulent bien mettre comme troupes, comme soldats sur la guerre. Donc ça, ils arrivent au plafond. Ils ont décidé il y a longtemps d'un nombre maximum de divisions. D'accord. Okay. Il y a les Anglais et les Canadiens qui sont à peu près dans le même problème, qui eux arrivent à la limite simplement de la population. C'est-à-dire que la partie derrière. La partie de la population qui peut participer à des armées, qui n'est donc pas dans l'effort de guerre ni dans le reste de la vie au Royaume-Uni, est limitée, au point qu'ils sont obligés de supprimer des unités. Carrément. Leur politique, c'est d'enlever des divisions. Ils en enlèvent 2, l'une après l'autre, pour avoir de quoi nourrir les autres en termes de. Une en août, à partir de août 44. Août 44 et la 50e. Les Canadiens, ils sont moins nombreux, sont exactement dans la même situation. Et puis, le dernier allié qui est assez important pour nous, qui est tout là-bas, sont les Français, puisque comme la France est largement libérée, comme un corps expéditionnaire français, une armée entière a débarqué en Provence, il reste une armée française constituée. Et on pourrait se dire aussi que ça fait un nouveau réservoir de troupes alliées, d'autant plus que la France étant libérée. Allons-y. Voilà. Okay. Or, il reste 2 millions de prisonniers français en Allemagne. Qui sont justement dans la classe d'âge des gens qui pourraient bien nourrir les armées. Alors, il faut aller les chercher. Mais ils sont de l'autre côté de là où on veut aller. Ah oui, d'accord, donc ça ne va pas le faire. Hein. Et donc, il n'y a pas non plus... Il y a un petit peu, mais il n'y a pas pléthore Il n'y a pas un réservoir infini, comme tu disais tout à l'heure. Ok, donc ça coince. Il y a beaucoup de levées des forces françaises de l'intérieur. Toute la jeunesse de l'été 44, de la libération, qui s'engage immédiatement pour la durée de la guerre. Et après, il y a des limitations au niveau du matériel, puisque l'industrie française est complètement plus effective. Et donc, les Français sont complètement tributaires pour le matériel, les Américains, qui ont plafonné leur fourniture à un certain nombre d'unités. Et donc, tout l'automne, il va y avoir des négociations pour essayer de gratter une division de plus. Et puis, il y a un deuxième souci qui est que l'armée française qui débarque en Provence, c'est une armée de très grande qualité qui s'est forgée pendant la campagne d'Italie, le Monte Cassino, Garigliano, etc. Et cette armée-là, c'est l'armée d'Afrique du Nord et des colonies. Et à l'automne, il va y avoir pour des questions, on y reviendra je pense, à la fois politiques et aussi physiologiques, un blanchiment. Donc en fait, on remplace les unités. Et donc on remplace des soldats expérimentés dans des unités classées élites par des jeunes résistants qui ont une formation pour peut-être faire sauter des aqueducs ou des viaducs de voies ferrées ou attaquer des commandants de tours, mais pas du tout pour faire un combat aussi dur que celui qu'ils vont. Et puis au-delà des pertes, parce qu'en fait cette armée dont tu parles, depuis la Provence et en remontant justement jusqu'en Alsace, elle a subi des pertes, bien évidemment, et c'est vrai que. Donc elle n'arrive pas. L'armée pour cette armée-là, c'est plus l'armée qui a débarqué en Provence. Et comme on le verra, elle sera moins efficace. Et après, en effet, Cédric souligne un aspect politique qui n'est pas forcément souvent abordé, qui est l'aspect justement vraiment de politique intérieure, cette fois-ci, justement pour faire rentrer aussi des personnes, et également par rapport aux résistants communistes, de préférer les avoir dans une armée et être contrôlés et encadrés, plutôt que de les avoir à l'arrière pour éventuellement mener des coups de main, voire essayer de prendre le contrôle de certains départements. Donc là, c'est toute la situation politique intérieure française qui a été assez complexe à l'été 44. Mais c'est vrai que c'est pour dire ce que dit Daniel, c'est la deuxième, entre guillemets, information importante. On ne comprend pas pourquoi les Anglo-Américains n'ont pas tout écrasé. Non, mais juste un moment, ce qui est dit, c'est qu'à un moment, les Anglais n'ont plus d'hommes. Nous, on n'a pas d'armée, on a plein de prisonniers. Et les Américains, ils sont encore dans le Pacifique, les Américains. Et ils doivent répartir leur production industrielle. Et là, il y a un autre aspect qui est aussi quels sont les ports, comment acheminer. Il faut du pétrole. Il y a une armée aérienne gigantesque. Et tout est motorisé. Tout est motorisé. On dirait Race to the Rhine, dis donc. Sauf côté français. Sauf côté français. C'est Race to the Rhine. Alors, au-delà des troupes, il y a la taille des tuyaux. C'est-à-dire. C'est joliment dit, je trouve. Mais c'est ça. Ils sont où les tuyaux du coup en France ? Mais c'est ça.
ils sont audacieux, c'est-à-dire que pour amener de l'essence, des munitions, des armes, tout ça vient à l'origine, par exemple, le pétrole, d'Angleterre ou des États-Unis. Les premiers ports disponibles qui permettent un grand acheminement, c'est encore Cherbourg ou Brest. Donc ou même Marseille, Toulon, qui Marseille, ont été libérés rapidement. Mais alors, ça fait c'est à des kilomètres et des kilomètres. Donc, tenez, on vous a ramené un réservoir, puisqu'en fait, tout le reste, on l'a utilisé pour l'emmener. Ah, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, ils ont quand même récupéré un port qui est un des plus grands ports de la mer du Nord, qui est Anvers, qui est ici, qui a été libéré très tôt. Alors, qui a une petite complexité géographique, c'est que c'est cool, sympathique d'avoir pris le port. Ils l'ont pris intact en plus, les Allemands n'ont pas eu le temps de le détruire. Nickel. Mais il faut maîtriser tous l'estuaire du Scheldt pour pouvoir s'en servir. Non, les Allemands s'y accrochent en fait jusqu'en novembre. Évidemment, normal. Et s'y accrochent jusqu'en novembre. Les boules. Et c'est une des raisons pour lesquelles les opérations qui sont menées plus loin avancent doucement, parce que on n'a pas le ravitaillement suffisant pour faire des trucs massifs. Il y a le dernier débarquement de la campagne a lieu sur cette île ici pour enfin débloquer la situation. C'est une campagne dans des conditions misérables. Terrain inondé, automne calamiteux, c'est vraiment très compliqué. Aucun abri. Ça fait partie des dernières opérations d'ailleurs des commandos marines, aussi bien français que britanniques, pour libérer cette presqu'île, c'est Walcheren, pour justement pouvoir en fait en chasser les Allemands. Sachant que Rotterdam, pour le coup, est toujours à la main des Allemands. L'autre grand port de l'autre côté de Durin. On ne peut même pas non plus en profiter puisqu'il est parti. Voilà. Donc du coup, que ce soit Anvers ici ou Rotterdam juste là, c'est pas la panacée non plus. Anvers, il est ouvert finalement en novembre. Le temps que tout se débloque, il devient vraiment opérationnel fin janvier. C'est fin janvier que tous les goulets d'étranglement sont résolus. Les tuyaux dont tu parlais se débouchent un petit peu. Une fois que j'ai libéré le port, ce qui est sympathique, que j'ai libéré l'estuaire, après je me rends compte que mon problème c'est ma capacité à débarquer les bateaux. Donc ça c'est matériel. C'est matériel. Ensuite, une fois que je les ai débarqués, j'ai plus de place pour stocker les trucs, je dois créer des nouveaux entrepôts. Puis après, mon problème c'est que j'ai plus les trains pour le faire partir. Il y a toute une série de goulets d'étranglement qui travaillent les uns après les autres. Et ça devient finalement fluide seulement vers janvier 45. Janvier 45. Petit à petit, plus ça se fait bombarder par les Allemands qui envoient des V1, des V2 dessus, tant qu'à faire. Et au sud, donc, parce que la base logistique originelle, elle est donc en Normandie, et sur les côtes ports de l'Atlantique et Méditerranée. Mais il y a aussi toutes les destructions que la France a vécues, avec le réseau ferré qui est à reconstruire. Les Français l'ont détruit, ils doivent le reconstruire maintenant. Enfin, les Alliés ont bien aidé dans les bombardements. Et notamment sur le front, il y a un certain nombre de goulets d'étranglement. Je pense à la trouée de Saverne, qui est la seule route traversant les Vosges, classiquement. Ça veut dire que toute percée par le sud se heurte à un goulet d'étranglement logistique à ce niveau-là. Au centre, on a un peu partagé. Et il y a, là encore, Anvers avantage aussi le nord. C'est-à-dire que le nord devient prédominant, à la fois au niveau géographique, mais au niveau logistique aussi. À partir de janvier 1945, c'est la logique d'aller vers le nord. Nous verrons que d'autres considérations. Ça, c'est la logistique côté allié, sauf si tu veux encore donner une précision. Est-ce qu'on passe du côté allemand, où en sommes-nous au niveau justement au niveau économie de guerre, au niveau… Regardons un peu du côté allemand. Comment ils en sont? Alors, ils sont évidemment dans une situation qui est bien plus compliquée. Eux, ils ont, en termes d'économie, ils sont bombardés massivement depuis des années par tout ce que les Anglo-Américains ont comme bombardiers lourds. Ça vient handicaper leur capacité industrielle. Difficile de voir l'impact exact. C'est vraiment énormément de bombardements. Ça détruit tous les bâtiments. Est-ce que ça détruit vraiment la capacité à fabriquer? C'est beaucoup plus flou. Ce qui est sûr, c'est que ça détourne une masse considérable de main-d'œuvre vers la défense antiaérienne ou l'aviation. Donc ça, c'est positif? C'est positif. Quand tu dis ça, c'est positif. Oui, c'est positif. C'est positif. Pour les alliés. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des gens qui fabriquent des canons ou des chars, ils ont des gens qui fabriquent des armes de DCA et qui les tiennent. Et au bout du compte, beaucoup, plus d'1 million de personnes, ça devient significatif. C'est une sorte d'effet un petit peu indirect. Néanmoins, les Allemands derrière, eux, mobilisent tout ce qu'ils peuvent comme troupes et arrivent à nourrir en troupes suffisamment pour rester, pour tenir le front efficace. Et ils vont profiter en plus donc, de ces opérations un peu limitées à cause de la logistique que font les Alliés pour pendant tout l'automne se reconstituer une réserve.
Non seulement donc ils se font attaquer sans arrêt ils mettent des mecs et des moyens, des chars, des canons pour essayer de se défendre, ils y arrivent à peu près, mais en plus ils se font des économies à côté, ils se reconstruisent. Hop, on va pouvoir aller derrière. Discrètement, tellement discrètement que les Alliés ne le voient pas. Et cette réserve, il la dépense en l'attaquant dans les Ardennes en décembre. D'accord. Donc il tente un dernier coup celui dont tu parlais tout à l'heure. Un dernier pari, c'est-à-dire qu'ils mettent donc une armée Panzer, une armée blindée en plus sur leur front, ils en occupent 3, ils attaquent ici. Alors pourquoi ils attaquent par là? Le terrain est vraiment très mauvais, c'est le pire endroit. En même temps, ils se disent au moins on va surprendre les mecs qu'on a en face. Et en effet, ils les surprennent bien. ok. J'imagine déjà le massacre, d'accord. En plus, ils attaquent par un temps dégueulasse dans cette zone. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas assez d'avions, au moins ils vont nullifier l'avantage allié. Ok. Et donc, voilà, c'est une opération, une attaque très documentée, connue, parce qu'il y a un fait d'armes héroïque sur Bastogne, par des parachutistes, qui est là. Par des parachutistes de la 82e. Les mecs vont m'impressionner, quoi. Bastogne, c'est dans le coin, là, ok. C'est-à-dire, c'est un croisement stratégique, il n'y en a pas 10. Les Allemands avancent, et puis il y a un groupement de parachutistes qui tient jusqu'au bout, jusqu'à qu'ils se fassent relever et qui les bloque complètement. Enfin, ils avancent autour, mais ils avancent à pied autour, et puis la voie de communication est bloquée. Ouais, ils avancent pas mal, ils atteignent presque la Meuse. Alors ça, ensuite, fin décembre, début janvier, les Américains reprennent le terrain, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est une opération, en un mois, la ligne de front n'a pas changé. D'accord. Mais ça crée un choc psychologique extrêmement important, puisque tout le monde réalise que les Allemands sont encore suffisamment forts pour... Il y en a encore sous le casque. C'est ce que je disais, tout le monde s'attendait à ce qu'ils mettent les pouces. Ils ont perdu, c'est visible, c'est évident qu'ils ont perdu, qu'ils ne peuvent plus gagner la guerre. Et non seulement ils ne mettent pas les pouces, mais ils donnent encore des coups. Est-ce que c'est quand même le dernier coup de collier, comme on disait tout à l'heure? Il faut un pari, un autre juste après. Il faut un pari en disant bon, ok, ils essayent, et puis si nous on tient, on va pouvoir derrière dérouler. Visiblement non, il y en a encore un autre. Il y en a encore, et même à l'est, c'est jusqu'en mars 45. Et jusqu'en mars 45. À Budapest, c'est mars 45. Ok. Il en reste. De toute façon, ils croient beaucoup à l'attaque, les Allemands. D'accord. Donc, choc psychologique important, puisque les Américains, la fierté nationale est un élément extrêmement important, on en parlait, et là, se sont fait prendre par surprise. En décembre 1944. Et ça s'est vu. Et comme ils sont en rivalité avec leurs copains anglais, et que c'est les Anglais qui viennent les aider. Dont notamment un gars un petit peu arrogant, Montgomery, qu'on avait un peu présenté avec Cédric il y a quelques temps. Il y a double choc. Voilà. Oh bon sang, on s'est fait aider par les Anglais. Alors du coup, comment ils réagissent? Soyons précis quand même. On s'est fait aider par les Anglais. Ce sont des troupes américaines qui vont gérer le problème au nord et au sud, mais dans la partie nord, sous commandement britannique. D'accord. Mais les soldats du début à la fin, quasiment tous, ce sont des Américains. D'accord. Parce que c'était leur secteur. C'était leur secteur. Ok. On remet les choses en perspective. Mais mais sous commandement britannique qui gèrent l'ensemble du truc. Qui en profite pour expliquer comment on fait la guerre. Exactement, comment on fait la guerre, parce que le commandement américain a été complètement surpris, et d'ailleurs il y a même des officiers qui craquent nerveusement. La surprise est tellement importante que... Alors vraiment dans la zone cible, parce qu'autour, je pense à la 3e armée de Patton, réagit à un point tel qu'on se doute qu'en fait il était au courant mais qu'il n'a pas dit pour se tirer la couverture à lui aussi. Non. Il y a des éléments qui montrent qu'en attendant, son officier de renseignement, lui, avait prévu, avait localisé l'armée, ce qui n'était pas le cas de ceux en face de laquelle elle allait se retrouver. Ça c'est le genre. Ça c'est alinéa, c'est le genre de petite histoire. La grande histoire, c'est quand même. Oui, mais je pense qu'on fera un jour un alinéa spécialement sur cette fameuse campagne des Ardennes. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Daniel, c'est la capacité des Allemands donc à réagir, à être encore offensifs, à aligner du matériel de qualité, même si eux-mêmes souffrent en fait de graves problèmes en effet, de pénurie, d'essence, et puis pas beaucoup d'avions. Mais dans tous les cas, ils ont créé une surprise. Après, c'est surtout le choc en effet psychologique, et c'est cette situation qui va les amener à réviser et à repenser en fait leur plan.
D'accord. Par rapport justement à la suite de la campagne. Ça pourrait être un mal pour un bien? Non. Disons que ce soit... Alors, derrière ce choc psychologique, pourquoi c'est aussi important? Parce qu'il y a une rivalité entre alliés. Oui, on vient de le voir un peu. Dans tout ça. Oui, mais depuis la Normandie, oui, même avant, même la Tunisie. Enfin, et elle est là particulièrement forte, d'autant plus qu'il est clair que les Alliés ont gagné. Ok. Et donc, on peut se permettre des jeux politiques, on ne peut pas se permettre quand on est en situation de survie. Ça y est. On est dans le money time, pour reprendre. Non, mais c'est ça. Sauf qu'il va prolonger. Hein. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est que pour un non-initié, comme je suis le seul autour de cette table, on se dit, non, concrètement, il y a des hommes, il y a des vies, il y a de l'argent en jeu, matériel, etc. etc. Non, pas encore. Ça sera à la rigueur quand on aura gagné, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Là, on considère qu'on a gagné, et puis du coup, on se tire une balle dans le pied quand même. Après les Ardennes, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas gagné. Donc là, ils vont réviser. Mais avant les Ardennes, voilà, ils sont avant surpris de ne pas avoir terminé la guerre à Noël. Ouais, ok. En quoi ça consiste, cette rivalité entre le commandant, c'est un Américain, Eisenhower, qui commande l'ensemble. Futur président. Futur président des États-Unis. Il commande à 3 groupes d'armées, donc il y a 3 subordonnés essentiels. Les Anglo-Canadiens, avec Montgomery, qui sont au nord, donc à l'endroit où le terrain est le plus favorable, l'endroit où il y a la Ruhr, qu'est-ce qu'on veut avoir. Berlin, c'est aussi par là, le plus proche. Okay. Super. Donc ils ont plein d'arguments pour dire que ça doit se passer de nord. C'est nous. Il commande à un truc au centre, Bradley, qui est son subordonné américain, qui est son favori, qui est un ami proche, très proche d'Eisenhower. Depuis West Point. On en est là, quoi. C'est un ami proche. C'est vrai. C'est des gens qui travaillent en confiance. La communication marche très très bien entre eux. Il y en a un qui pense, l'autre entend avant que ça soit dit. Enfin, c'est aussi très efficace de ce point de vue-là. Okay. Néanmoins, Bradley, il est au milieu, gros, dans la zone où il ne faut pas être. C'est là où il ne fallait pas être. C'est ça. Lui, il n'a pas bien étudié les cartes. Voilà, il est par là. En gros. Donc, et Eisenhower aimerait bien que le rôle principal lui revienne. Ouais. Et il y a Montgomery. C'est pas évident. Et on constate bien que c'est pas évident qu'il ait le rôle principal. Il n'est pas du tout là où il faut. Ça explique une partie, ce dont on parlait tout à l'heure, là, vers Aix-la-Chapelle, où c'était aussi de son côté pour essayer de faire en sorte de faire quelque chose. Puis il y a un troisième subordonné qui est au sud, qui s'appelle Divers, qui est un autre Américain, qui lui commande à une armée américaine et à l'armée française, donc il est au-dessus de Lattre. Et il se trouve que là, c'est un peu l'inverse, c'est un Américain, mais pour des raisons qui sont difficiles à cerner, Eisenhower ne lui fait pas confiance. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais Eisenhower ne l'aime pas, ne veut pas Bradley le déteste depuis West Point, puisque c'était son entraîneur. Divers était formateur, c'est le plus ancien, et il est sous les ordres d'un plus jeune. Ils se sont. Il y a eu une rivalité. Non, avec Bradley. Bradley, c'est clair. Mais il y a une rivalité entre Eisenhower et Divers qui a été organisée par Marshall à partir de 42-43 entre les théâtres britanniques. Et donc Eisenhower est passé au-dessus. Donc en fait, là pour le coup, il n'y a pas de complicité comme avec Bradley. Alors que ce sont 2 Américains. Donc il y a des jeux de personnes qui deviennent prédominants, qui vont peser sur la campagne. J'ose dire. Non, oui, je comprends bien. On est quand même dans un climat allié, etc. Mais le petit de Lattre, lui, alors du coup, il n'y a rien à dire, rien à faire. Il y a beaucoup de choses à dire. Sur le petit de Lattre. Il a une place à se créer, puisqu'il récupère l'armée après juin, qui devient ministre de la guerre et lui devient la première armée. Il a manipulé. Il n'a jamais commandé autre chose qu'une division. Il est encore sous Vichy. La campagne de 40 aussi, il a commandé une division. Ils ont personne d'autre. Voilà. Lui. Et il a un caractère, un tempérament de star. Il a toujours été très grandiloquent dans ses colères comme dans ses phrases. Toujours les claquements de porte. C'est toujours tout est démultiplié. Voilà, avec lui. très démultiplié. Et donc, mais avec Divers, ça se passe très bien. Parce que Divers est très francophile, il a des origines françaises d'ailleurs. D'accord. En fait, l'armée interalliée qui fonctionne le mieux, c'est celle que n'aime pas Eisenhower et qu'il ne veut surtout pas avantager, c'est-à-dire le 6e bombe d'armée. Je pense qu'on peut le dire. C'est vrai qu'il y a Patton au centre qui est quand même un très bon chef, mais à côté de Patton, il y a Hodges et Simpson. Non, il est encore. Sachant que sur de Lattre, il y a quand même un échelon politique dont on n'a pas parlé, c'est que l'importance fondamentale de cette armée, c'est bien évidemment la présence de la France
comme une puissance alliée qui a vaincu, qui a gagné, pour préparer aussi l'après-guerre. Et donc, de Lattre, il a aussi une pression de la part de De Gaulle pour justement pour agir, pour être effectif. Et on le verra dans une crise qui aura lieu autour de Strasbourg, qu'il y a des enjeux politiques qui sont bien au-delà là encore, du simplement militaire, mais qui rend cette armée française en fait cruciale dans la politique même de la France sur la fin du conflit. Il y a deux niveaux pour terminer avec De Lattre. Il y a à la fois la pression politique, c'est-à-dire l'idée gaulienne de redonner la place à la France, donc d'avoir par exemple une zone d'occupation en Allemagne qui n'est pas prévue au départ et qui sera obtenue à Yalta, et donc de l'occuper, de prendre des gages. Et puis il y a après les problématiques internes de dissension entre trois courants. Vous avez donc les anciens militaires de carrière qui ont été plutôt côté Vichy, dont De Lattre est une des émanations, même s'il a été mis aux arrêts après novembre 1942. Donc là, c'est un peu... vous avez les Français libres, qui ont été des résistants depuis le début et au départ considérés comme déserteurs, donc une rivalité. Et vous avez les forces françaises de l'intérieur, qui ne sont ni l'un ni l'autre, les résistants de la 12e heure. Pas forcément, mais bon, il y a toute autre personne. Et qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc, il faut faire un amalgame complexe avec chaque nomination militaire pèse lourd, élue sous une grille politique. Chaque décision militaire, on le verra dans certaines opérations, va être lue par les uns et les autres. Voilà. Chez les Français. Oui, là, c'est des histoires internes aux Français qui ennuient les Américains, évidemment. Possible. Qui se disent, mais c'est encore des histoires de Français, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils les gèrent. Et divers s'en sort pas trop mal. Ils sont un peu gonflés quand même, parce que d'après ce que vous venez de dire, ils ont eux leur propre petit jeu interne et politique. C'est peut-être pas au même niveau, mais enfin, l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Non, mais il y a une chose, juste pour revenir sur un point qui va aussi justifier le comportement de Montgomery. Il faut savoir que Montgomery est en 1944, lors du débarquement, le patron de toutes les unités terrestres lors du débarquement. Donc il commande à Bradley. Il commande donc à Bradley et après, lors du débarquement. C'est fini. Au même niveau. Non, c'est pas ça. C'est plus tard, à la fin de la campagne, septembre, Eisenhower reprend en fait ce rôle, ce qui fait que Eisenhower va cumuler un certain nombre de tâches, dont celle-là. Et c'est vrai que Montgomery, qui est donc quelqu'un qui estimait cette position justifiée, qui était assez fier, l'a pas forcément très bien vécu et s'est retrouvé, on va dire, qu'à la tête, on va dire que c'est d'une armée, enfin de deux armées, donc des armées anglo-canadiennes qui sont encore très puissants, mais il estime qu'il a été un peu rétrogradé. Donc ça vient là encore, il y a aussi une petite sorte de rivalité politique qui va rentrer en ligne de compte, et c'est intéressant à voir parce que finalement les Allemands, en profitent indirectement de ces choses-là, comme on le verra. Mais ça donne l'état des lieux qui, là encore, n'est pas forcément évident pour tout le monde. On pense qu'on arrive un petit peu sous un commandement complètement intégré, comme en 18, avec un Foch. Front commun. Foch, non mais c'est ça. La grande victoire en fait militaire sur l'organisation, c'est Foch qui prend le commandement interallié complet. Ça veut pas dire qu'il y a des frictions, il y en a un qui décide. Là, il y a toujours Eisenhower, mais avec des situations quand même plus complexes. Et là, on a vu celle notamment des Français qui rendent différents niveaux en plus. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette présentation, même si elle n'est pas encore terminée, c'est qu'on a un côté une idée de supériorité, de statut de favori incontestable, avec des moyens illimités qui est fausse. Et de l'autre côté, côté allemand, on a une idée de pénurie, de difficulté qui est fausse aussi, parce que l'air de rien, il n'y a pas tant de pénurie que ça, notamment en termes d'effectifs, contrairement à ce qu'on croit. L'impact des bombardements va être aussi démultiplié en 1945. Il ne faut pas oublier qu'en 1945, il tombe autant de tonnes de bombes sur l'Allemagne que les 4 autres années. C'est vrai. En 3-4 mois. En 3-4 mois. Oui, en plus, c'est même pas presque une année. Oui, c'est vrai. À partir d'avril, il s'arrête un peu. Il s'arrête un peu. Oui, parce qu'il y a leurs troupes. Ah oui, il y a leurs troupes. Non, mais je les comprends. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir, comme tout à l'heure, tu disais, il y a une supériorité importante, on est à 2 contre 1, voire 1,5 contre 1. C'est pas si important que ça, avec une configuration qui est compliquée. Géographiquement et compliqué humainement, parce qu'on a bien vu que… Une petite précision sur les bombardements, parce que c'est vrai que c'est un point qui là aussi a été longuement débattu. Les bombardements en tant que tels sont monstrueux sur l'Allemagne. Aujourd'hui, il a été prouvé que ces bombardements directement n'ont pas empêché les Allemands de continuer à fabriquer. Pas forcément des engins très sophistiqués, mais dans tous les cas des munitions, dans tous les cas donc de l'armement, même des petits armements. Et donc ils ont continué d'alimenter, ils ont voire des véhicules chenillés, ils ont continué d'alimenter. Et là, il y a un des points que vous précisez dans l'ouvrage, qui est que les Américains et les Anglais se sont rendus compte que finalement, chercher les usines à détruire, c'est-à-dire le centre de production n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas. Alors, pendant des années, il y a eu toute une propagande autour de ça, mais aujourd'hui, c'est tombé parce que d'ailleurs, les historiens ont fait leur travail. En revanche,
Là, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands qui avaient complètement éclaté leur centre de production devaient bien à un moment assembler ou faire en sorte que… Et là où les Alliés ont été pertinents, c'est qu'ils ont réussi à bloquer cet endroit-là. Non, à bloquer les lieux en fait, donc, de convergence et donc à bloquer les nœuds par lesquels en fait, pouvoir transporter… récupérer tout et ramener. Et l'impact indirect, c'est que quand ils vont rentrer en Allemagne, sans dévoiler, eh bien, les troupes allemandes vont se retrouver dans ces différents lieux et ne vont quasiment jamais être en pénurie généralisée. Et donc, il va y avoir même des trocs entre unités en disant, tiens, nous, on a des munitions de tel matériel, on échange, parce qu'ils se servaient après. C'est-à-dire qu'il y a une décentralisation complète. Et c'est pour ça que l'idée de pénurie, d'infériorité de l'armée allemande doit être repensée, parce que quand on regarde les tableaux d'effectifs disponibles, après, il faut voir manipulé par qui, quel entraînement, la qualité de l'encadrement, il y a d'autres éléments. Mais il n'en demeure pas moins que l'idée de pénurie doit être repensée par rapport à l'idée d'aisance ou de pléthore de l'autre côté. Dans les deux cas, c'est pas si évident. Voilà. Je relance encore sur une question, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tout le monde a entendu parler dans sa vie de la Ruhr. Essentiellement ceux qui vont à Essen. Évidemment, Essen, c'est là tous les ans. Parlons un peu de la Ruhr. Et est-ce que la Ruhr, c'est un vrai fantasme de l'économie allemande ou pas? Parce que ça devient un enjeu en fait, stratégique pour les Alliés. Alors la Ruhr. La Ruhr, donc grande zone industrielle qui se trouve essentiellement de l'autre côté du Rhin, qui borde le Rhin et qui s'étend jusqu'à à peu près 50 km, un peu plus. Ici, oui, c'est la principale zone industrielle de l'Allemagne, c'est la plus importante. Alors, ce n'est pas la seule, il y en a deux autres qui sont notables. Il y en a une qui est aussi à l'ouest, qui est la Sarre, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y en a une autre très grande qui est à l'est, qui est en Silésie, ce qui est un territoire qui maintenant part de la Pologne, en fait, et qui est une autre zone industrielle. Donc, certainement, ça, c'est très gros. Et en effet, c'est un objectif stratégique important. Maintenant, c'est tellement gros que c'est aussi assez dispersé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trois usines clés qui dirigent tout le reste. Mais c'est sûr que c'est gros. Alors, ces deux autres régions industrielles, celle qui est en Silésie, elle est prise par les Russes en janvier. Janvier 45, ok. Donc, hop, ils perdent celle-là. Donc, il en reste là. Donc oui, très gros. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment important. Ça reste un zone fait face à l'axe de poussée, on va dire, presque naturel des Anglais. De l'autre côté. C'est aussi le dernier endroit où on veut mener des combats. C'est-à-dire que c'est de la zone hyper urbaine dans laquelle on va être réduit à des combats de rue permanents, sans arrêt. Ce qui est le dernier truc qu'on va faire avec une armée mécanisée. Ça va être Stalingrad en bien pire. Et avec une densité de canons de DCA qui peuvent être réutilisés à terre. Alors il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est très intéressant, parce que là on a parlé beaucoup du commandement interallié. On peut se demander maintenant côté allemand, comment côté allemand, au niveau des unités, au niveau du soldat, pourquoi ils n'ont pas craqué? Pourquoi à un moment ils ne se sont pas dit on arrête, c'est bon. Stop, pousse. Ok, on a évité en 18 l'invasion, là manifestement on n'y échappera pas, ça va être pire. Et en revanche, cette armée allemande, elle ne craque pas. Pourtant, il y a eu énormément de morts. Pourtant, c'est une armée maintenant avec des très jeunes gens, voire des très vieux. Il y a une levée en masse qui s'appelle le Volkssturm, qui arrive sur ordre évidemment de Hitler déjà dès 1944, mais avec des éléments qui ne sont pas forcément ni fanatisés ni forcément volontaires. Et cette armée, pour le moment, elle ne craque pas. Alors pourquoi ne craque-t-elle pas? Plusieurs choses. Le premier truc que je voudrais noter sur la qualité de l'armée, c'est autant il y a du monde, autant la qualité de l'encadrement diminue considérablement. C'est-à-dire que des troupes, à force de les mobiliser, à force de chercher, à force de contraintes, d'aller chercher tout bonhomme qui tient sur ses deux pieds pour lui mettre un casque et un fusil, puisque c'est ça qui se passe, ce qui finit par faire les troupes. Néanmoins, les échelons intermédiaires, le commandement au niveau des officiers, lui-même, ça, c'est pas, on ne recrute pas un mec dans la rue, quoi. Ça prend des années à former. Et donc, ce que l'on voit, il y a à peu près 70 divisions allemandes, si on prend ce niveau-là, le niveau des patrons de division, des généraux de division est très inégal, et on a des gens qui ne sont pas justifiés dans leur poste. Quand les Alliés, il n'y a personne d'autre en même temps. Quand les Alliés prennent certains des prisonniers et interrogent les mecs, parfois ils sont très surpris, ils ressortent, les interrogateurs ressortent de la salle en disant mais
ce gars-là n'avait pas son poste ici. On ne comprend pas comment l'armée allemande, qui a cette réputation d'efficacité, a pu le laisser placer et laisser ce gars-là qui était un touriste. Et c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit dans les comptes rendus d'interrogatoire qu'on a dépiotés, la surprise des interrogatoires. Donc très inégal. Ok, première chose. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils tiennent? Et il y a une question qui se pose en fait dès l'époque, c'est-à-dire que comme il y a ce plan dont on parlait, où on a tout prévu pour le cas où ils décident de tout arrêter et de se rendre, la question se pose, comment ça se fait que ça continue? Donc elle se pose déjà à l'époque. Donc pareil, à chaque fois qu'ils récupèrent des prisonniers, ils leur demandent mais qu'est-ce qui vous fait tenir? Et donc il y a plusieurs explications qui se succèdent. Mais il apparaît que personne, les Allemands ne sont pas complètement idiots, ils ont bien compris que la guerre était perdue. Certains se réfugient toujours dans le vague espoir d'armes miracles, etc. Mais la plupart, en fait, ne se battent pas pour des raisons aussi profondes. Ils se battent simplement parce qu'ils sont avec 5 autres personnes autour d'elles et que ce petit groupe de 5-6, qui se connaît à peine, c'est-à-dire pas solidarité avec le mec qui est à côté de moi, je continue à tenir mon fusil tant qu'il continue à tenir le sien. Et il y a de ça. C'est chambouillant, hein, parce que ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que s'il y en a un qui lâche, ou est-ce que c'est ce qui va se passer? S'il y en a un qui lâche, il y en a 5 qui lâchent derrière. C'est ce qui se passe. Il y a des redditions qui se font régulières, mais qui se font par des petits groupes. Dans le plus gros cas, on a parfois un groupe de 150 mecs qui se rendent d'un seul coup. D'un coup. Ça craque. Mais c'est que ça. Mais par contre, c'est segmenté, donc le dernier point que je voulais dire, c'est que l'État nazi, derrière, met une contrainte aussi extrêmement forte sur ses combattants. C'est-à-dire qu'il y a une violence de l'État nazi contre ses propres citoyens, qui là n'est plus une violence raciste comme elle l'est sur à peu près toute l'existence de cette période-là, mais là qui est contre ses propres citoyens, donc beaucoup de contraintes. Ils ont multiplié la gendarmerie désarmée, ils ont délocalisé les tribunaux militaires de façon à ce qu'ils soient directement sur place. Et la Gestapo agit maintenant en Allemagne. Ce sont des cours martiales foraines. Oui, c'est ça. C'est-à-dire itinérantes. Voilà. Itinérantes. Alors, il y a cet aspect contrainte, mais il y a aussi l'intégration de toute l'idéologie. On arrive à des générations qui sont nées avec la propagande nazie. Qui connaissent que la guerre. Qui ne connaissent que la guerre, que la propagande nazie. Et dans un des fondements de la propagande nazie, il y a le coup de poignard dans le dos et l'humiliation de 1918. Et il y a aussi une intégration de cette contrainte. Il y a à la fois la contrainte qui est démultipliée, notamment contre l'encadrement à partir de juillet 1944, après l'attentat d'Hitler et toute la répression, qui va durer tout l'automne. On est dans cette période-là, enfin jusqu'en décembre en tout cas. Mais il y a aussi une autre, quelque part, ce sont des gens qui n'imaginent pas reproduire ce qu'on leur a dépeint comme une espèce de scène de drame primaire qu'a été le coup de poignard dans le dos de 1918, les soviets des marins d'Heligoland, bref. Donc il y a cet aspect-là parce qu'on arrive dans des générations aussi où les gens ont complètement intégré. Je veux dire, c'est les gens qui ont 16 ou 17 ans, alors on va dire 18 ans en 1945, ils sont nés avec la propagande nazie. Ils ont fait tout le cursus des jeunesses hitlériennes, ils ne connaissent que ça. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de leur univers mental de pouvoir s'en échapper. Ou en tout cas, il faut une force de caractère, il faut un esprit critique qui n'est plus aussi répandu que ce qu'il pourrait l'être dans d'autres époques. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Toujours cet aspect adhésion, en tout cas autocontrainte et contrainte violente par ailleurs. C'est pas monocausal. Non. Voilà, il y a un arbre des causes. On est bien d'accord, oui, on est bien d'accord. Quand même, petite question du coup, est-ce que derrière cette grande ligne que vous venez de nous décrire, septembre, on va dire septembre, janvier, puisqu'en janvier, il se passe visiblement des choses, de septembre à janvier, septembre 44, janvier 45, est-ce que derrière ces lignes, côté Allemagne, on a une partie de la population ou des personnes qui, malgré tout, de l'intérieur, résistent aussi? Ou non, voilà, on est en terrain conquis, il n'y a pas de souci pour les Allemands, ils savent qu'il n'y a rien dans le dos. À partir d'avril 1945, il va y en avoir beaucoup. Non. Surtout dans le sud. On est loin. Mais c'est au moment où les Alliés arrivent. Non, il y a une contrainte très forte. Il y a la pression. Il faut bien comprendre qu'il y a une dégradation encore plus importante de la qualité de vie. Je veux dire, vivre dans une ville en 1945, c'est pas se poser des questions sur le devenir politique. C'est déjà survivre aux bandes, récupérer ses affaires, échapper aux bandes parce qu'il y a une perte de contrôle de l'État allemand, notamment dans les centres-villes, parce que avec les bombardements, les structures disparaissent et donc et puis il y a plein de prisonniers, de déportés. Enfin, l'Allemagne est remplie d'étrangers aussi. Et on se rend compte que, outre l'aspect propagande, il y a aussi, je pense que pour tenir dans cette situation-là, il faut restreindre son spectre, son champ de vision, et voir simplement de dire qu'est-ce que je dois faire demain. Et on s'en est rendu compte
quand on a découvert la masse documentaire côté allemand, parce que côté allié, bien évidemment, il y a une masse documentaire très importante, pour écrire ce livre, c'est des centaines de milliers de pages, mais côté allemand aussi. Quand on pense que... on en riait. Les projections de production, on les a jusqu'en mars 1946. Oui. C'est les tableaux, c'est-à-dire les circulaires d'organisation de la compagnie d'infanterie, on en a 4 ou 5 pour 45, ça ne rime plus à rien, si ce n'est un refuge dans une routine rassurante pour éviter de se poser des questions. Alors après, vous avez des boutades, hein. Je cite toujours cette blague qui est donc ces 2 soldats allemands, c'est une blague qui circulait à partir de 1945, donc 2 soldats allemands qui discutent dans un trou en disant et après la guerre, qu'est-ce que tu feras ? Et l'autre, il dit, je partirai à vélo avec ma femme et je ferai le tour de l'Allemagne. Et l'après-midi Donc, il y a aussi cet aspect-là. Quand même. Il y avait quand même une certaine conscience. Ça c'est la situation côté allemand. Maintenant, ce qui est intéressant pour préparer la deuxième émission, c'est, je pense, Daniel, on part du nord, on va vers le sud, c'est d'expliquer où en sommes-nous de manière opérationnelle. Voilà. Qu'est-ce qui a échoué pour chaque, qu'est-ce qui a échoué pour chaque groupe d'armées, en fait, c'est-à-dire les Anglais, ensuite le centre et ensuite ce qui se passe ici. Parce que là, on a cité tout à l'heure l'action, en effet, de l'offensive des Ardennes qui a été refoulée et avec le terrain reconquis. Même si cette opération, c'est la plus connue, il faut savoir qu'avant la projection des forces alliées en janvier et en février 1945, en Allemagne, il y a eu un certain nombre d'opérations et ça va aussi nous permettre de comprendre dans quel état sont ces armées, comment elles se sont préparées ou à quoi elles ont dû faire face, puisqu'on va le voir, les Anglais au nord ont vécu quelque chose qui n'a strictement rien à voir, notamment avec les Français du côté de Colmar. Donc vas-y Daniel. Je le reprends. On s'entend, hein, on est toujours dans la période septembre-décembre. On se rapproche de janvier maintenant, mais on arrêtera à janvier puisqu'il se passera autre chose à partir de là. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en septembre, dans la foulée de la libération de la France, donc, il y a tentative de passer le Rhin, on en a parlé tout à l'heure. L'échec à Market Garden, le pont d'Arnhem qui n'est pas pris, les parachutistes britanniques qui sont tous massacrés ici. Quel moment aussi où les Allemands, ils ont eu 3 jours qui ont suffi à se remettre. Mais ils prennent Nimègue. Ils prennent Nimègue, c'est-à-dire qu'ils ont ici une petite zone entre la Meuse et le Rhin où il n'y a pas de rivière, pour une fois. Et ça va servir. C'est fou, il n'y a pas grand-chose. Mais... On a vu les Canadiens donc, qui s'occupent de l'estuaire d'Anvers. Tout à fait, on en a parlé. Hein, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'autres choses massives du côté anglo-canadien. Ça les a déjà occupés. Les Américains qui prennent Aix-la-Chapelle, qui s'enferment dans cette forêt. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec ce barrage qui est derrière. Quand les Américains avancent dans cette forêt en octobre, ils pensent qu'ils vont surprendre les Allemands, et donc ça ne marche pas. Mais ils sont à mesure extrêmement surpris de la vivacité de la défense allemande et ne comprennent pas. En fait, les Américains n'ont pas vu qu'il y avait le barrage. Il n'y avait pas d'informations là-dessus. Non. Super. Et ils s'en rendent compte. Après, c'est assez drôle, c'est-à-dire quand ils capturent des officiers après-guerre et ils leur demandent aux Allemands qui sont capturés, leur demandent à quel moment vous avez réalisé qu'il y avait un barrage et que c'était important. Les Allemands leur répondent nous on y était depuis. Nous on l'a toujours su. C'est pour ça qu'on a combattu. Nous on y était là depuis le début, on vous attendait en fait. D'accord, popcorn. Et on vous attendait là. Oui, en plus. Donc ça les use. Alors, au sud, il se passe quand même quelques trucs. Donc Metz, ici, en septembre, le front s'arrête là. C'est l'armée de Patton. Il passe la Moselle. C'est long et pénible, mais il arrive à prendre Metz. C'est bien. Et puis il continue à avancer et là, il tombe sur les lignes fortifiées qui sont derrière. Donc il passe d'une grosse ville fortifiée jusqu'à une zone fortifiée qu'il n'arrive pas à franchir. Y compris pour les bunkers de Maginot. Il prend des bunkers de Maginot, mais c'est les suivants sur lesquels ça ne marche pas. Il a aussi plein de rivières, de forêts, de collines. C'est vraiment compliqué. Alors, sur l'endroit où ça bouge, c'est au sud. Puisqu'ils se sont arrêtés, le front s'est arrêté sur les Vosges. Et donc, les Vosges vont être franchis en plusieurs endroits. Alors, c'est assez curieux parce qu'il y a des troupes françaises, même dans l'armée américaine. Il y a la 2e division blindée de Leclerc qui a libéré Paris et qui ne veut pas être sous le commandement de Delattre. Ah, carrément. Donc, il va l'être 2 fois. Ça va tellement mal se passer qu'il va exiger de repasser sous commandement américain. D'accord. Pour des questions de légitimité, de personnalité, d'ego, mais aussi il y a derrière des questions sous-jacentes politiques. 2e DB, ce sont les Français libres. Delattre, c'est l'homme, un ancien qui est revenu de 40 à 42, il était fidèle à Vichy. Voilà. Et donc les Français passent au sud. D'ailleurs, la première percée est vraiment plus au sud, le long de la frontière suisse. Ils prennent Mulhouse.
Et donc ils arrivent sur le Rhin, ce sont les seconds, ils arrivent quelques jours après les Britanniques sur le Rhin. Et là, il va y avoir, outre la météo difficile, il va y avoir des problématiques de commandement qui font que les Allemands vont pouvoir s'accrocher autour de Colmar. Voilà, ils sont à Colmar. Et créer un pôle de fixation en s'accrochant sur les contreforts des Vosges. On est dans une zone, alors on est dans une zone urbanisée, on est dans une zone où il y a beaucoup de canaux, donc c'est une plaine, c'est là où il y a la centrale de Fessenheim aujourd'hui, mais à l'époque il y a des canaux, etc. Donc Strasbourg est libéré par la 2e DB de Leclerc, qui respecte son serment de Couffra pour des questions symboliques. Et donc Patch, qui commande à Leclerc, et Delattre bordent le Rhin, sauf sur cet aspect-là, qui est un aspect de fixation, parce que il y aurait une possibilité de passer, d'ailleurs Patch le propose et le prépare, de passer le Rhin à cet endroit. À Colmar. Non, au nord. Enfin, au nord, au niveau de Strasbourg. Ah, d'accord. Okay. Mais le problème, c'est pour faire quoi derrière? Donc il faudrait à ce moment-là remonter le Rhin, c'est-à-dire vraiment passer de sud vers le nord, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et surtout, il y a des problèmes de goulets d'étranglement avant, c'est-à-dire comment on ravitaille ces éléments, comment on fait pour passer le Rhin alors que les Allemands sont toujours à Colmar. Et dernier point, comment on fait pour faire accepter ce projet à Eisenhower alors qu'on sait qu'on n'est pas très aimé. Et Eisenhower va arriver et va ordonner que tous les travaux préparatoires au passage du Rhin cessent instantanément. Oralement, il va donner l'ordre. C'est en octobre, je crois. Et d'ailleurs, ça fait encore polémique aujourd'hui. Il y a certains ouvrages qui sont sortis qui disent qu'il y avait une occasion manquée. Parce qu'en octobre, Patch était en force, ravitaillé en position de pouvoir passer le Rhin. Mais pour faire quoi derrière? Oui, quoi qu'il en soit. Ça aurait à la rigueur peut-être psychologiquement. Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Très bien. Et puis, ça veut dire que ça les aurait mis encore plus en difficulté par rapport aux Ardennes. Alors peut-être que les Allemands n'auraient pas attaqué. On est dans le what-if, comme disait Warhammer. Mais surtout, tant que Colmar est solidement tenu, ils ont une glace dans le dos. C'est délicat. Meilleur moyen de se faire couper et pas de retraite. Voilà. Et là, en fait, donc c'est au sud qu'il va se passer des choses après les Ardennes. Puisqu'il y a l'offensive Nordwind, qui est vraiment la dernière offensive importante à l'ouest. Donc c'est la continuation des Ardennes. Enfin, c'est une opération qui est conçue pour suivre, pour exploiter. Redis-moi, Cédric, juste les Ardennes, quelle date? Là. Donc on est 17 décembre. 17 décembre au 10 janvier à peu près. 20 entre 10 et 20. Et Nordwind? Nordwind, c'est le 31 décembre, la nuit du jour de l'an. Ils attaquent la nuit du jour de l'an en s'imaginant que les Américains vont être surpris parce qu'ils font la fête. Parce qu'ils ont, voilà, ce sont des bons vivants. Donc, et pas du tout, ils s'y attendaient, ils ont percé à jour les projets, donc ils s'y attendaient, ils étaient en alerte. L'attaque se fait dans une météo apocalyptique, mais qui va gêner les deux camps, donc ça ne va pas nécessairement avantager. Et en fait, cette attaque va échouer quasiment dès le 2e ou 3e jour, donc ils ne vont pas du tout atteindre leurs objectifs. Leurs objectifs étant de coincer, d'attaquer au nord, le long des Vosges, pour prendre à revers, non, le nom des Vosges, là, voilà, Beach, Sarreguemines Beach. Oui, non, après, ils vont le faire après. L'idée, c'est de prendre la trouée de Saverne pour saisir toutes les forces qui sont autour de Strasbourg. Et Eisenhower, face à la nécessité de se repositionner pour faire face à l'offensive des Ardennes, qui est sa priorité absolue, a donné l'ordre à Divers et à Patch d'évacuer toute la plaine d'Alsace et Strasbourg. Préventivement, au moment où il leur dit avant même que l'offensive se déclenche. Il a dit, je ne veux pas, c'est un saillant qui ne sert à rien, j'ai besoin de 3 divisions, je vais les récupérer, vous évacuer. Donc on est à peu près à 80-100 km de repli, sans combat. On abandonne des combats. Alors en plus, il y a des particularités humaines. C'est Patch qui a perdu son fils dans un des villages qu'on lui demande d'évacuer. Il vient de le perdre là, en décembre. Donc je veux dire, il y a des aspects humains. Divers a de la famille qui est d'origine alsacienne, dans les ancêtres. Et on leur dit, vous laissez ça aux Allemands. Alors, Patch et Divers se mettent d'accord pour tenter de mystifier Eisenhower en disant oui, on va reculer, mais il faut nous laisser la date et on va le faire en 4 étapes, tranquillement, etc. Et puis il y a un deuxième problème, c'est qu'il ne faut surtout pas le dire aux Français, parce que bien évidemment, évacuer Strasbourg pour les Français, c'est pas possible. C'est absolument, il y a un aspect symbolique. Churchill dira de toute sa carrière et de toute sa vie, l'Alsace et Strasbourg et les Français, c'est une histoire particulière. Il y a une citation que je paraphrase. Voilà. Et donc, ça va créer une crise interalliée parce que Eisenhower se rend compte au moment où l'offensive est déclenchée que de repli, il n'y en a pas eu encore. Donc, il ordonne au téléphone à Divers de partir tout de suite. Divers lui envoie même un de ses officiers de confiance parce qu'il pense qu'il va être relevé.
puisqu'il sait qu'il n'est pas aimé. Donc il se dit, là, je lui ai donné un motif réel et sérieux de me virer, voilà, de me limoger. Donc il ordonne l'évacuation, ça se sait, ça filtre. Et là, De Gaulle débarque. Alors, ils utilisent plein de canaux. Il débarque à l'état-major d'Eisenhower. Il y a une discussion très orageuse. Churchill arrive à ce moment-là. Et finalement, Eisenhower concède de ne pas évacuer Strasbourg, qui n'était pas encore évacué. Donc en plus, ça tombait bien. Donc finalement, non. Non, les Français prennent à leur charge la défense de Strasbourg. Au passage, de Lattre, lui, il n'était pas super pour parce qu'il a pas beaucoup. Il est en pleine recomposition, blanchiment. Il a des troupes inexpérimentées qui remplacent des troupes expérimentées. Enfin, il est en pleine réorganisation. Il a Colmar qu'il n'arrive pas à prendre. Il y a eu des échecs. Et donc, quand on lui demande de prendre Strasbourg, il y a des échanges aussi assez vifs entre De Gaulle et de Lattre, où De Gaulle lui dit non, c'est un ordre, sinon je vous remplace. Voilà. Et l'autre dit bon, non, mais je l'avais décidé. D'ailleurs, regardez j'allais dire le mail, le message que j'ai envoyé à Patch à Divers en disant je vais prendre à ma charge. Et en fait, le message est daté du même jour. Et il dit je l'ai envoyé la veille. C'est genre les mails qu'on a envoyés. Oui, le mail est parti et puis on l'envoie juste après. Voilà, c'est exactement ça. On trouve dans les archives, étant entendu que les dates ont été reprises après-guerre, bien évidemment, pour que ça colle mieux avec le discours. Mais quand vous avez à Vincennes, quand vous avez dans les registres, on découvre plein de petites pépites comme ça. Alors ça, c'est Strasbourg. Donc ça bouge. Et Colmar. Et Colmar. Alors, les offensives continuent parce que l'échec de la première offensive des Vosges, les Allemands s'entêtent. Et ils vont décaler progressivement leur offensive. À la fin, c'est juste à Gnau. Ils font un débarquement, ils traversent le Rhin au nord de Strasbourg à Gamsheim avec une tête de pont. Ils tentent une opération à partir de Colmar. Ils remontent à partir de Colmar. Et là, il y a notamment des pertes très lourdes de la seule division des Français libres qui est sous commande de Lattre. Et les Français libres vont l'accuser d'avoir sacrifié les unités. On perd des unités complètes qui se rendent. En plus, c'est Himmler qui commande. Hein. Donc, voilà, c'est du lourd. C'est du lourd. Non, il n'y a pas de SS, mais c'est vrai qu'on peut concevoir une inquiétude de se rendre à des gens sous le commandement d'Himmler. Donc, il conquiert des positions. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au sud, et là, je pense qu'il faut rendre grâce quand même aux officiers américains, ils arrivent à tenir avec leurs moyens, et notamment avec des unités qui sont parmi… Tu parles des Américains. Les Américains, oui. Ils arrivent à tenir régulièrement. Alors c'est vrai que les offensives sont décousues, les axes sont différents, ils évacuent une petite partie de position au niveau d'Haguenau. Au-dessus. D'accord. Okay. Mais en fait, ils arrivent à tenir. Avec leurs moyens, sans besoin de renfort. Mais en revanche, les 3 divisions qu'Eisenhower demandait, il est obligé de leur laisser. Et en insistant aussi que le 6e groupe d'armée, c'est aussi celui qui a les unités les plus récentes. Ce qui permet aussi de revoir un petit peu la qualité du conscrit américain, qui n'est pas, dans certaines hypothèses, donc on est en défense statique, mais les divisions sont complètement éclatées puisqu'ils bouchent les trous, etc. Mais ils arrivent à tenir face à des Allemands qui sont aussi, bien évidemment, qui n'ont plus leur fringance. Leur superbe de l'époque. Ce qui explique qu'on arrive, si je ne me trompe pas, à ce tout début d'année, janvier 2015. Non, 45. 2015. Oh là là, ça y est, je m'y vois. En plus, c'était l'année dernière. C'est ça, je m'y vois, je suis dedans. Non, 1945, autant pour moi. On se retrouve donc dans une situation où les cartes, si je ne m'abuse, ça y est, sont un petit peu plus posées sur la table, redistribuées. Ça veut dire qu'on a fait face à une première remise à jour, on va dire, de l'état de l'armée allemande. On a débloqué plus ou moins côté français les tuyaux d'approvisionnement et la réhabilitation, côté allié, pardon. Donc ça y est, en début janvier 2015, on pourrait se dire… 45. 45, oh bon sang de bonsoir, je vais y arriver. On arrive à une situation un peu plus claire, ça y est, c'est débloqué, on va y arriver. On va voir justement. On va voir comment ils s'en sortent. Ça, si c'est pas du cliffhanger pour donner envie d'aller zioter juste en cliquant sur le petit bouton qui va bien sur la 2e émission, ça sera le 2e alinéa, qui sera du coup sur les opérations janvier-mars 1945, mai même carrément. Ah, ça va aller jusqu'à mai. C'est parce que je voyais le bouquin, mais oui, janvier-mai. 9. Petite question en attendant, on arrive à la bataille de, j'espère qu'il ne va pas me faire dire des bêtises, Certigny. Certigny. Ouais.
Je suis sûr qu'il y a une blague. Bougez pas, bougez pas. C'est en Lorraine, ça. Les Vosges, et oui, la Lorraine, la région française avec le plus d'ADN humain dans son sol. Je pense que c'est un Lorrain qui parle. Exact. Une citation, je ne peux pas être sur deux fronts à la fois. Non, Certigny, c'est au sud d'Épinal. D'accord, voilà. Merci Monsieur Heinz. Oui. Du coup, Épinal, on le voit pas. On l'a pas sur la carte. C'est là. C'est allié. On a fait quand même un sacré tour d'horizon, pratiquement 60 minutes. Germain était avec nous à la réalisation pour suivre à peu près tout ce qui s'est dit sur cette carte. Messieurs Daniel et Cédric, ces éléments que vous nous avez donnés, on les retrouve dans le livre Les campagnes du Rhin, les Alliés entrent en Allemagne, janvier-mai 1945. J'imagine qu'il y a aussi la suite dans le livre. Oui. Il y a la suite et pas mal de détails. Et pas mal d'autres choses. Voilà. Pas mal d'autres choses. Et là c'est la curiosité personnelle qui va me pousser à poser cette question avant qu'on en termine. Du coup, vous continuez toutes ces petites recherches, vous continuez de grappiller, de trouver ces petites pépites. Il y en a d'autres du coup en préparation? Il y en a d'autres en préparation. Il y en a d'autres. Alors, pour la suite, pas pour avant voilà. La suite, pas trop, puisque la guerre est finie. Après, c'est bon. D'accord. Il n'y a plus rien à dire. Circuler, il n'y a rien à dire. Il y a le Pacifique. Il y a le Pacifique, oui, quand même, on peut y aller. D'accord. Mais c'est plutôt pour 2017-2018. D'accord. Donc voilà, ça veut dire que tu vas nous les ramener, Guillaume. Alors, de toute façon, vous allez revenir. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, puisque moi, j'étais déjà venu plutôt sur la Méditerranée. Donc, moi, je suis plutôt sudiste. Hein. J'ai beaucoup souffert du froid en lisant les documents d'époque. On en reparlera, peut-être. Et donc là, c'est plutôt Daniel qui m'a entraîné dans cette aventure, et je le remercie, parce que c'est vrai qu'après, on a tous un aïeux qui a combattu. Moi, j'ai un de mes grands-pères qui a combattu à Strasbourg, notamment. Et donc voilà, donc c'était aussi un petit peu par rapport à ça. Mais moi, mes projets sont en cours et sont plus chauds, plus précoces dans la guerre, évidemment, et voilà, plus proches du sable chaud et des légionnaires. C'était la campagne du Rhin. Les Alliés entrent en Allemagne. Petite mise en bouche pour cette période de janvier à mai 1945 dans les alinéas de Tric Trac. Merci Daniel, merci beaucoup pour cette première partie. On se retrouve dans la deuxième. Merci Cédric. Merci. Guillaume, bon choix, il n'y a pas de souci. C'est pour ça, je disais 2015, mais moi je m'y vois déjà. Enfin, tu me diras, non, j'aurais peut-être pas les tripes pour tenir comme ils ont pu tenir. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de comprendre encore mieux d'où est-ce que nous venons et ce qui s'est passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Germain pour la réalisation. Et n'hésitez pas, il y a la deuxième émission pour la suite. Et que s'est-il donc passé? J'allais dire à vous de jouer. Non, ça sera peut-être plutôt à vous d'écouter.